Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et si c'est de l'industriel, n'en consommez pas du tout. En plus, ça donne mal à la tête et tout, après on n'est pas trop bien. Bref, bonne émission. On attaque la voie maltais et c'est vous qui avez l'honneur de verser le premier sang. Vous nous recommandez quoi? On en a qu'une. Dites-moi en plus. Elle est corsée, elle est fumée, elle est ambrée, à la fin une petite note fruitée vous reste-t-elle sur la langue? C'est de la bière. Servez-en 5, je vous prie. Non, pardon, vous n'en mettez que 4 et un verre d'eau, s'il vous plaît. Quoi? Bonsoir, bienvenue sur La Voie Maltais, votre émission binge, bière, houblon, malt, levure, eau et je ne sais quoi. Ce soir, autour de la table, nous avons Louise. Yo. Et Will. Salut. Donc, nos experts bière et à qui je vais rejeter toute la faute des fausses infos ce soir. Et des mauvaises informations et des fake news qu'on apportera là-dessus. Yes. Est-ce que ça va déjà pour commencer, les copains? Ouais, super. Ouais, ça va super bien. C'est Ouais. le confinement, super vie. Ouais. On s'éclate, on boit beaucoup, on mange beaucoup. Vous avez découvert des nouveaux trucs ou pas? Ouais, mais pas des IPA du coup. Ouais, mais sans que ce soit des IPA. Mais... T'as découvert quoi? J'ai découvert des cidres, des poirées magnifiques. Ah oui, c'est... Et des bières fermentées, vieillies en fût, des choses comme ça. C'est fort sympathique. Cool. Et toi, t'as découvert un nouveau truc? Du rhum à 60 degrés. Ouais. C'est tout. Et toi? Ben moi j'ai découvert Trillium, notamment. C'était de la brasserie de Boston. Ok. Une brasserie assez cotée au final, et qui bosse beaucoup sur justement de la IPA. Et avec du Nelson Sauvin notamment dans leur houblon. Ok. Des trucs très bons, c'est très jus de houblon, quoi, il faut être honnête. Mais c'est quand même une petite cartouche, mais avec un petit 15 balles la canette, donc c'est pas le budget le plus... tu la sors pour les grandes occasions, quoi, hein, tu vois. Donc le thème de ce soir de l'émission, c'est la IPA, et on va parler de la IPA parce que c'est le genre de bière qui concrètement est le plus connu, on va pas se leurrer là-dessus, qui s'est démocratisé aussi, et aussi qui va nous ouvrir, plus on va avancer dans cette discussion, plus on va se rendre compte que c'est un genre qui est assez compliqué à classifier, à ordonner, il y a beaucoup de débats, ça va ouvrir beaucoup de questions. En fait, on va pas forcément répondre à des questions, on va créer surtout des nouvelles questions, je pense, dans ce raisonnement-là. Et on va essayer de partir sur donc son histoire, comment ça s'est démocratisé, un peu les genres, les styles, on va parler un peu de tout, puis on va sûrement dériver sur plein de choses. Et voilà, tout simplement. Yes. Ça le fait. Ok, Ouais. c'est parti. Ben feu, allez-y. Si vous avez, on peut commencer directement par l'histoire, si vous voulez. Ok, et ben alors moi je commencerai par dire que l'IPA c'est un style qui est hyper démocratisé aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde en boit, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? À la base, l'IPA c'est une bière plus houblonnée que les autres styles d'IPA, c'est une India Pale Ale. Donc Pale Ale c'est un style britannique assez traditionnel, d'une bière blonde, assez légère. Donc, Et un jour ils nous ont décidé de mettre plus je de houblon dedans. te coupe, mais Pale Ale qui est la différence entre Ale et Lager, quoi. Ouais, alors ale, bière de fermentation haute, et lager, bière de fermentation basse. Donc à la base, c'est une différence très simple d'utilisation des levures dans la recette de base du brassage de la bière. La ale, c'est un style qui est traditionnel du Royaume-Uni, et les lagers, donc tout ce qui est fermentation basse, c'est des bières de style plutôt germanique et République tchèque. Et donc ale, bière de fermentation haute, qui était à l'origine brassée au Royaume-Uni, donc tout ce qui est aujourd'hui Pale Ale, IPA, les stouts, les porters, des bières qui utilisent de levures qui sont brassées à une température plus élevée pour fermenter le malt. Très bien. T'as bien pris ta leçon. J'ai bien fait une petite note. Ok. Et donc pour tout ce qui est petite légende autour de l'IPA, on raconte souvent la fameuse histoire de pourquoi India Pale Ale, parce que les bières, quand elles ont commencé à être exportées en Inde, ils utilisaient du houblon. Ouais, c'était Pour, un truc britannique. Ouais, c'est ça, pour envoyer sur les bateaux, et les bières classiques ne tenaient pas le voyage, et du coup ils ont mis plus de houblon tout simplement pour conserver la bière. Mais je crois que c'est vraiment qu'une légende. Hein. Mais... Alors ouais, c'est controversé. En fait, la légende elle raconte quoi précisément? C'est
C'est un mec, c'est ça, c'est Ouais, à la base, c'est un brasseur en fait qui a été un brasseur de Londres, mais qui s'est expatrié dans un petit bled à côté de Londres, qui a été Genre, je sais pas quoi, j'ai pas c'est Hudson, je crois. Hudson, ouais, c'est ça. Et lui, en fait, Il y avait un contrat avec la Compagnie des Indes, c'est ça, et en fait, il s'est, je crois, inspiré. Enfin, il a travaillé en collab peut-être avec un capitaine de la Navy anglaise sur une recette de bière houblonnée. Et en fait, mais des années après, certains brasseurs ou certains spécialistes de la bière à Londres ont décidé que c'était lui l'inventeur officiel de l'IPA. Mais en fait, rien ne prouve ça dans les écrits. Ils ont retrouvé des traces de porteurs qu'ils exportaient déjà dans les Indes. en fait, Mais du coup, la IPA a quand même été créée juste pour... parce que le houblon permettait de conserver la bière... c'est ça. Enfin, la garder vraiment de bonne qualité sur un long terme, quoi. Parce que la bière, dans la bière, le houblon a une propriété antiseptique, c'est ça. Ouais, exactement. Et donc, plus on en met, plus ça permet de conserver sur la durée, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, moi, c'est là où j'aime bien dire quand même que dans ce sens-là, l'inventeur de la IPA, ça date de bien plus tôt, en fait. C'était Hildegarde, la religieuse du nord-est de la France. C'était la toute première à découvrir les propriétés antiseptiques et conservatrices du houblon. Et en fait, c'est à partir de ces découvertes à elle qu'on a commencé à utiliser du houblon dans la bière versus tout ce qu'ils utilisaient avant, des herbes, des gruites, les fameux gruites qui reviennent un peu au bout du jour, mais ils utilisaient à la base de la coriandre, de la gentiane, des absinthes. Ce qu'on considère comme de la sarvoise, en fait, au niveau... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un mélange à la base même, que ce soit de la bière ou le vin. C'est toujours des mélanges de céréales, de fruits, et juste fermenté. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose de fermenté, c'est juste ça en fait. Je crois que le plus vieille trace de bière, ça date des Sumériens. En fait, tous les ans, ils reculent toujours la date. Ouais. De toute manière, on sait pas trop. Ouais, moi j'ai entendu parler des premières traces de bière, enfin de céréales fermentées qu'ils ont retrouvées. Ça date de 12 000 avant Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il me semble que c'est les Égyptiens qui ont vraiment commencé à brasser volontairement de la bière en vue de la consommer. Sachant qu'ils avaient une divinité dans leur mythologie, ils ont une divinité spécialement pour la bière, la Nicassie. C'est comme ça quand on voyait Et du coup, à ce moment-là, même la bière s'appelait Zikaru. Je sais pas si... Voilà. C'est ça. D'où le nom zytologue maintenant. Ok, de Zitos, voilà. La bière. Yes. Professionnel de la bière. Ok, et donc moi j'avais vu un truc, donc cette histoire de IPA qui vient de... Donc en fait c'est peut-être aussi que ce mec-là avait un contrat en Angleterre, je reviens en Angleterre. Ce mec-là avait un contrat, et puis c'est un peu le mec qui s'est créé sa légende, parce que dans le monde brassicole, il y a aussi ce truc-là de créer sa légende, de telle recette, tel machin, telle bière de bière. C'était pas forcément pour le goût, clairement, c'était vraiment comme l'eau était pas forcément potable, il fallait la garder. Fallait boire quelque chose qui soit bon. Mais c'est justement, par rapport à ce mythe-là, c'est que ce qu'il disait, c'est que déjà, au niveau historique, rien ne prouvait qu'on rajoutait pas forcément plus de houblon que sur les bières vendues à Londres. Okay. Et que donc toutes les autres bières étaient pas forcément... Rien ne prouve qu'elles étaient pareilles, pas un haut degré d'alcool, parce que souvent parce qu'il faut rappeler aussi que la IPA est quand même un certain degré d'alcool par rapport à une pale ale classique. Ouais. Au début. Ouais, en fait, je pense que c'était quand même ça. Ouais. L'idée de base, et c'est là où la légende, elle est pas complètement fausse non plus, c'est que je pense que l'idée de base, en effet, c'était d'exporter ces bières-là, et du coup, ils mettaient une double dose de houblon, et ils augmentaient un peu le degré d'alcool pour que ça tienne mieux le voyage, quoi, dans l'idée. Mais il y a des traces comme quoi aussi, ça marchait très bien avec la Porter. Ouais. Et qu'ils ont exporté de la Porter aussi bien en Inde qu'en Californie, quoi. Ouais, et du coup, on peut quand même se poser la question, est-ce que c'était pas une petite idée marketing autour de la bière houblonnée ? Sachant que, on peut le voir, on verra ça après, ou je sais pas, on peut en parler maintenant, je m'en fous, mais on sait que le houblon perd ses arômes, et c'est toute la problématique de ce genre-là aussi, au bout de quelques semaines. Donc sur des traversées aussi longues, ça peut aussi, tu peux avoir un truc un peu cramé en arrivant, quoi. C'est vrai que c'est un premier paradoxe.
En soi, à la base, on utilisait du houblon pour conserver la bière. Au final, l'IPA qu'on connaît maintenant... C'est sur la fraîcheur. Ouais. Et au bout de 3 mois, on dit qu'on peut plus les boire et que ça résiste très peu à la chaleur et au soleil. On dit, bon, forcément, le mec qui est prolo envoyé au bout du monde et qui est en train de picoler, il s'en bat un peu les reins. Il s'en foutait qu'il y ait du Nelson Sauvin ou du Simcoe dans sa binge. Voilà, je pense qu'il s'en battait un peu les reins, mais... clairement. Mais c'est vrai que la question... Est-ce que... Ça fait quoi au final quand ça perce? Il y a le côté un petit peu cramé du houblon, là, un bruit un peu plus. Enfin, un bruit. Un son. Oui, voilà, un bruit, un son. On est un goût beaucoup plus. Ça fait quoi au niveau ça nous donne une bière éteinte, plate, je sais pas, au niveau du goût. On n'est pas sur la fraîcheur du houblon comme quand on a les fleurs en plein dans le pif, quoi. Ouais. Bah, juste, en fait, ça perd l'aromate en fait, c'est ça? Pour ouais, moi, c'est que à la base, le houblon, il était utilisé. Au moment du brassage, c'était avant l'ébullition pour les propriétés conservatrices, mais du coup, c'était pas du tout pour l'arôme. En fait, ils en extrayaient un peu l'amertume, et c'est pour ça que traditionnellement, l'IPA, tout le monde croit que c'est une bière très amère. Mais aujourd'hui, la différence avec l'IPA moderne, c'est qu'on utilise le houblon pour ses propriétés aromatiques. Et du coup, ça donne des bières qui sont pas forcément très amères, mais où les houblons vont s'exprimer comme par exemple dans une infusion à base de thé ou de fleurs. Bah, plus t'attends, ou par exemple plus ton eau elle est chaude, moins tu vas avoir d'arômes expressifs, et plus t'attends, plus les arômes vont s'éteindre parce que c'est un truc vivant, quoi. Parce que c'est pas quelque chose qui est bouilli ou qui est inhérent à la bière, du coup l'aromatique. Plus elle est fraîche, la bière, plus l'aromatique sera importante. Et historiquement, c'est juste une question comme ça qui me vient, mais est-ce que justement cette utilisation de plus de houblon à l'époque, il y a vraiment ce côté amer, parce que le houblon on peut l'utiliser en tant qu'amérisant, mais aussi en tant qu'aromatique. Et est-ce que à cette époque-là, on sait s'il l'utilisait vraiment en mode amérisant à pleine bourre, ou si l'aromatique c'est un truc moderne, ou si c'était plus équilibré, ou ça n'a pas bougé, je sais pas. Moi, je pense que l'aromatique, c'est vraiment un truc moderne. Non, c'est nouveau, ça. Ouais. Je pense que c'est nouveau, ouais. Et même les premières IPA qu'on buvait il y a quelques années, par exemple, là, on prend Skuman puisque c'est à côté. C'est la Rye IPA, c'était l'une des premières qu'ils ont pu faire. Et c'était vraiment sur l'amertume et la densité, et pas forcément l'aromatique qui était développée. Et aujourd'hui, il y a tout le genre américain qui arrive sur le marché, enfin ça fait un moment, mais du coup c'est eux qui ont ramené ça aussi, ce côté hyper aromatique, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai compris. Bah oui, mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui ce genre de bière on dit que c'est un peu old school, genre old school IPA, et je trouve que ça veut tout dire quoi. L'IPA du moment c'est vraiment le truc super trouble qu'on voit de plus en plus dans les bars craft, qu'on voit partout dans les bars craft et de plus en plus ça devient pas comme ça parce que c'est juste flatteur, facile à boire, et ça devient un peu du soda, je trouve, finalement, aujourd'hui, l'IPA. Ou du jus de fruits, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Ils doivent être contents, les mecs, ils se un soda ou du jus de fruits, quoi. Un Brescola dans la tronche. Et puis... Mais d'ailleurs, je reviens sur le truc de l'amertume versus le jus de fruits. C'est une grosse différence entre deux styles d'IPA américaine. T'as vraiment une scission entre le West Coast style et le East Coast style aux États-Unis. Ça, c'est trop fascinant. Ils ont vraiment deux recettes super différentes. Avant, en fait, c'est ça. C'est quand d'abord, il y a eu ce truc-là en Angleterre. Donc, ça a germé. On a défini le truc. On a défini l'origine de l'IPA en Angleterre. Et après, ça s'est calmé un petit peu à la fin du 19e, je crois, un truc comme ça, au milieu 19e, ou s'il y a eu un rebond, je sais plus. Au Royaume-Uni ? Ouais. Super, on est sourcé. Non, après il y a eu l'arrivée, en fait, à partir du moment où ils ont commencé à exporter la bière, ils consommaient déjà beaucoup sur place au Royaume-Uni. Bon, l'exportation c'était une toute petite partie. Et je pense qu'après, tout de suite, il y a eu l'essor des industries, donc la bière a été hyper industrialisée. Ouais, mais c'était comme le houblon coûte cher, et c'était pas les IPA, c'était pas la majorité des bières. Mais du coup, voilà. Et en plus, ils faisaient des bières à grande échelle et grosse consommation, donc c'était plus des bitters ou des styles un peu traditionnels anglais. C'est ça. Et je pense que, en fait, l'essor après. C'est avec l'industrie que ça s'est
Ça s'est calmé au final, c'est ça? Ouais, je pense pas que ça se soit vraiment calmé en Angleterre, parce que l'Angleterre, pour le coup, ou le Royaume-Uni en tout cas, c'est un pays traditionnellement super brassicole et les gens, c'est pas un mythe, hein, les gens boivent beaucoup de bière là-bas. Bah oui, clairement, mais je pense que c'était juste c'était un style à part entière, mais qui n'était pas forcément développé comme aujourd'hui, comme on peut l'entendre. C'était juste. Et c'est plutôt dans l'histoire américaine que ce style a rebondi en fait. Bah, je pense que c'est revenu vraiment, oui, avec les années 70 aux États-Unis, où ils ont recommencé à brasser des IPA, mais à leur sauce. Et là, pour le coup, il y a eu une explosion du truc, parce qu'en plus, ils ont beaucoup de houblon aux États-Unis. Bah, ils ont surtout développé beaucoup plus de houblon. Ouais. Et tous les mecs qui brassaient chez eux, depuis après l'époque de la Prohibition, se sont mis à redécouvrir l'IPA. Et d'ailleurs, la première IPA qui a fait vraiment la différence, qui est considérée d'ailleurs comme la première IPA des États-Unis, c'est la Liberty Ale de Anchor Brewing Company en Californie, à San Francisco, qui a été brassée en 1976. Un truc comme ça. Et 4 ans avant, ils développaient leur cascade juste avant, et c'est une première, le houblon cascade. Et ils ont 4 ans après, ils ont fait cette bière-là, parce qu'il y avait un événement spécial, je crois. C'était les 200 ans et ça s'appelle Liberty Ale, parce que c'était la bière de célébration des 200 ans de la guerre d'indépendance. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et donc c'est une microbrasserie en fait américaine, ça. Et à l'époque, c'était une microbrasserie de Californie qui a été rachetée par un mec qui s'appelle Fritz. Et lui, il a décidé de lancer cette recette de Finch. Je pense qu'il doit être très américain. Non, Fritz en plus, Fritz quoi. On a bien compris, on a pas Schulz ou ça. Et lui, il a brassé cette bière-là, et en fait, je crois que ça a été un peu un renouveau pour le monde de la bière, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mecs qui brassaient, de gens d'ailleurs, de manière générale, qui brassaient chez eux, les homebrewers, et eux se sont dit, putain, enfin, trop bien, enfin, une alternative aux grosses brasseries industrielles qui brassaient à l'époque que de la Pils dégueulasse ou des styles allemands qui venaient de l'immigration en fait, de l'immigration des Allemands, quelques siècles, quelques décennies plus tôt, mais ils avaient eu tout l'héritage des bières de style allemand, des tchèques, etc. Mais en version industrielle pas bonne, et du coup les mecs se sont dit waouh, trop bien, enfin un mec qui va brasser de la vraie bière. Et tout le monde a un peu suivi le mouvement, et ils ont commencé à développer plein de nouvelles variétés de houblon, à travailler sur des recettes, et là ça a été énorme. Parce que en travaillant sur le truc, en fait, un peu sur l'histoire, on s'est rendu compte que aux États-Unis, il y a une histoire complètement différente, avec le rapport est pas du tout le même qu'en Europe, avec la prohibition, ça a un peu... j'ai l'impression que ça a décalé un petit peu les choses, ou avancé certaines choses au niveau du brassage. C'est-à-dire que... je pense qu'il y a un truc à creuser, à créer des problèmes, à souligner, il y a des trucs à voir, parce que comme ils sont sortis de la prohibition, effectivement, eux ils ont eu cette période de prohibition, donc il y a eu comme s'il y avait un autre truc à refaire, en fait, en ressortant un tout nouveau truc à faire. Ouais. Alors que puis nous, il y on avait était toujours le savoir de le faire à la maison. C'est ça. En fait, c'est blague, ça. quoi, En et plus, du coup, je pense que, au contraire de ce qui se passait en Europe, aux États-Unis, la culture brassicole, c'était vraiment à la maison. Ouais. Et sauf que pendant la prohibition, comme la consommation, la vente surtout d'alcool était interdite, tout le monde a continué à brasser La chez consommation eux. aussi, hein, suivant les États. Ouais, c'est ça. Mais du coup, plus personne ne pouvait faire de bière, et quand ça a repris, ils avaient vraiment que les recettes de base. c'est ça. Et il n'y a jamais eu en fait de grosses industries ou de grosses productions brassicoles comme il y a pu avoir dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne. Même à Rennes, depuis il n'y a pas très longtemps, on avait une belle usine à Heineken ici. Ouais, j'avais une usine Cronenbourg vers Saint-Étienne. Je croyais que c'était Heineken, moi. Je crois que c'était... Ouais, je sais pas. Je crois que c'est Heineken. Ouais. Moi, j'avais squatté dedans, j'avais fait un tour à l'intérieur quand j'étais en squat. Bon, bref. Voilà. C'est une autre histoire pour une autre émission. Non, mais c'était super intéressant parce que c'était fat quand même. Mais maintenant, c'est des apparts. Waouh. Voilà, pour la Moi, petite ça me plairait anecdote. d'avoir mon petit appart dans une ancienne usine de beach. Il y en a... Fustel, Cronenbourg. On va les voir, ils sont super beaux. Hein. C'est vrai. Ils sont modernes, quoi. C'est ça. Oui, et donc aux États-Unis, ils ont commencé à développer. Il y a eu l'essor
il y a eu un essor de la IPA, on peut dire ça comme ça, dans les années 80, quoi. Ça a été, je pense que c'est la bière craft, la bière artisanale, c'est vachement démocratisé, je pense, avec ce style-là. Déjà pour commencer. C'est ça, parce qu'au final, en plus, il y a 2 styles qui germent maintenant, en fait, en fonction de la côte. Ouais, donc du coup, Ouest-Ouest. à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu vraiment, chacun a fait sa petite interprétation de l'IPA. Et en tout cas, aujourd'hui, on différencie vraiment West Coast IPA et East Coast IPA. Enfin, la West Coast, c'est vraiment resté peut-être plus proche de la IPA traditionnelle, plus sur le malt, plus sur l'amertume. En termes de couleur, ça tendait un peu plus vers l'ambré, parce que c'était... ils utilisaient, je pense, plus de malt caramel ou des trucs un peu plus foncés. Il y a un autre truc aussi, c'est que moi, ce que je disais, c'est qu'il faut savoir que les plus grosses plantations de houblon aux États-Unis, notamment de houblon américain, sont du côté de la côte ouest. Avec le climat Avec le climat, etc., notamment à Washington, à Yakima. Ou Yakima, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, il y a des mecs qui ont fait, des chercheurs qui ont fait des liens entre le développement tout récent du Chinook ou du Cascade, etc., qui auraient permis au fur et à mesure des brassins d'arriver vers ce truc-là de la IPA américaine, en fait, classique, enfin West Coast, quoi. Et ils ont fait des ponts comme ça, mais ce qui paraît pas illogique en soi, parce que t'as ton houblon à côté, tu prends, et puis voilà, quoi. Bah oui, c'est clair. Tu houblonnes, quoi. Et tu houblonnes. Tu houblonnes. Mais c'est là où je trouve ça cool de faire un parallèle avec le vin. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont plus ce rapport, enfin les brasseurs ont plus ce rapport à la terre, parce que peut-être qu'ils nous ont plus... ils se sentent plus proches des houblons en tant que plantes. Tu vois, dans le sens où ça pousse proche de chez eux, ils peuvent... il y a vraiment un intérêt qui est mis sur comment c'est cultivé, Moi, je suis en désaccord avec toi. Quelle espèce Moi, je trouve que t'as pas de notion de terroir dans la bière, mais... Non, parce qu'en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que... Mais ça, c'est ton expérience américaine. Oui, parce que toi, en fait, c'est là où... C'est ça que je vous ai pas initié, okay. Je vous ai pas présenté au final. C'est que toi, t'as été aux States et t'as bossé un peu le rapport de la bière là-bas, quoi. Ouais. Et toi, au final, tu viens beaucoup plus du vin. Oui, déjà de base. Et toi, t'as été plus dans le nord de la France. J'étais dans le nord de la France voilà. et travaillé plus sur les accords, mes bières. Mais et dans le nord de la France, il y a pas mal de brasseries pareil qui ont un rapport. Enfin, ce que tu veux dire, c'est que toi, t'as ce truc-là, de cet exemple de mec aux États-Unis qui a de la brasserie qui est vachement plus proche de son houblon proche, etc. Qui vont chercher le houblon, ou même en fait, souvent j'entendais des brasseurs parler de leur source d'eau. J'ai jamais trop su déterminer si ça avait vraiment une importance sur le produit fini ou quoi, enfin une influence sur le produit fini. Je crois que c'est vraiment... Mais en fait, ils font vraiment attention à l'eau qu'ils utilisent, aux minéraux qui sont présents à l'équilibre, au pH, la flotte, etc. c'est super important. Ouais. Bah oui, c'est clairement important. Ouais, mais par contre, tu vas pas... Il y a des brasseurs alsaciens qui vont te tuer, quoi, si tu dis ça. Parce que eux, ils brassent, c'est le houblon alsacien, point barre. Bah ouais, tu vois. En fait, preuve que du coup, c'est pas la même notion que dans le vin, mais je pense vraiment, j'ai envie de creuser ça en tout cas, je pense vraiment qu'il y a une notion de terroir très propre à la bière. Il y a une notion de local, je pense. Ouais. Mais en produit fini, quand tu vas goûter ta bière, forcément, puisqu'il y a telle pâte qui va se faire sur tel brasseur dans telle zone géographique, tu vas reconnaître. Mais parce que c'est produit de telle manière et parce que c'est tel houblon utilisé. Mais la notion de terre et sentir le sol et sentir les différents éléments du sol, comme dans le vin, tu vas pas le sentir. Puisque là, il y a une cuisson et il y a une fermentation avec plusieurs produits et un mélange. Alors que dans le vin... Et franchement, je vais faire mes petites recherches. Après, je vous tiendrai au courant. C'est tout simple, c'est aussi un truc, c'est que aux États-Unis, ils produisent beaucoup plus facilement. C'est un gros producteur de houblon aussi. En France, produire du houblon, on a perdu ça aussi. Après, en France, par exemple, les IPA qu'on va faire, c'est totalement différent. Je trouve que t'as... Du coup, tu peux pas avoir la notion de terroir encore moins, puisque t'as même moins d'aromatique, c'est plus un côté de matière, de densité et d'amertume plus ou moins forte. Les IPA à la française, comme tu prends l'olifant de chez Brasserie de Lait, tu vois, genre c'est vraiment
t'as le côté farine, céréales, tu vois. Oui, c'est plus. Ouais, Pourtant, t'es sur une IPA, quoi. T'es plus sur le malt, quoi. Ouais. C'est plutôt ça qui est. Après, les levures aussi rentrent en jeu et je Ouais, pense c'est que les ça, levures ouais. sont très différentes entre Ouais. les États-Unis. Ils ont un gros travail sur les et levures. ici. Ouais. Les États-Unis, je trouve que moi, je trouve aussi le style, ça montre un peu la différence aussi entre les gens. C'est que c'est un peu bourrin, quoi, quand Ah, même. oui, C'est. Les Américains vont prendre la c'est- gueule. mais non, mais c'est du jus, quoi. Il n'y a pas de complexité. Je trouve qu'il n'y a pas de complexité, en fait. Et pourtant, tu vois, j'en ai goûté plein sur mesure, par exemple, à Rennes, tu vois. et en fait, ça fait des années que j'en goûte, et je trouve qu'il y a plus de complexité sur quelque chose où il y a moins d'aromatique que sur une bière où on t'envoie du houblon, voilà, avec des styles hyper puissants. Hein, tu vois. Ouais, je suis pas sûre d'être full En tout d'accord cas, avec moi, toi. c'est ce que je pense. Mais... Après, Ouais. le territoire est pas le même aussi, hein, au niveau taille. Et du coup, plus gros pays, plus de production, quoi. Bah ouais, il y a ça aussi. Ouais, il y a Nous, ce qu'on reçoit ici, ce qu'on arrive à goûter ici, et ce qu'on reçoit, enfin, c'est un millième de. Ouais, Ouais, c'est même sûr. maintenant, ce Voilà, qui se qu'il passe, est tu vois, et moi je trouve que c'est horrible, et du coup, et ça casse tout le côté terroir comme tu pourrais, et comme on voudrait avoir, par exemple, sur la bière, c'est que le nombre de brasseurs qui travaillent en France, qui achètent leur malt à la malterie du Château en Belgique, et qui achètent leur houblon américain, qu'ils font importer, et ils vont faire des styles IPA, New England IPA, enfin après on reviendra sur les styles, mais du coup... en France, on produit des styles de bière, par exemple Aérofab, tu vois, des trucs hyper houblonnés. On est sur le style américain, mais c'est produit en Bretagne, et du coup, l'effet terroir, tu l'as pas. Ouais. Ouais, c'est vrai, là-dessus, ok. Ah non. Mais après, moi, c'est. Ah ouais, aussi- pardon. Ouais, non. Grosse controverse. Ah, non. Qui vont se rattraper dans cette émission. Mais après, moi, pour le coup, c'est un truc qui m'a toujours fasciné dans la bière. C'est ce côté indépendant de la terre et du lieu de production. Tu peux faire des styles qui viennent de l'autre bout du monde, n'importe où. En France, tu peux faire ça dans ton garage, tu peux faire ça dans un entrepôt. Mais Cette facilité aussi puis la liberté aussi avec 4 ingrédients de faire un peu ce que tu veux, sans code, sans appellation, sans truc tu vois, que tu peux retrouver dans le vin aussi. Enfin après l'idée c'était Ouais, pas de mettre en opposition avec le vin à la base, mais ouais, j'ai non, mais pensé à ça. c'était juste pour te dire ce que je pensais là-dessus. Mais c'est clair que moi, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui me fascine C'est aussi un de peu le pouvoir kiff faire aussi. n'importe quoi avec 4 éléments, quoi. Ouais. Mais après, c'est des questions qui se posent aussi, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est le lien entre les éléments et comment tu produis ton malt, si tu restes en circuit fermé, déjà, t'as plein de trucs qui sont beaucoup plus intéressants aussi. Il y a des brasseries en France qui vont commencer à faire ça, enfin, on le sait, il y a des projets là-dessus. Mais au niveau de l'évolution, c'est vrai on sait qu'au niveau de l'évolution, en tout cas en Bretagne, moi, je sais que ça... la production de houblon, on n'y était pas, quoi. Là, ça commence à peine à germer, Ouais, tu vois, ouais. mais on n'y était pas du tout, quoi. Et là, Bah il paraît qu'il y a des projets de houblonnières un peu... ça commence à Ouais, bah, il y a émerger. la brasserie Bambel dans le Morbihan. Eux, ils produisent leur houblon. Mais après, c'est sur des terres bretonnes, et du coup, l'aromatique, c'est quand même quelque chose d'assez spécial aussi. C'est ça. On n'est pas sur des choses hyper puissantes, tu vois. C'est compliqué de faire un Nelson Sauvin, ouais. C'est ça, donc tu te retrouves souvent avec des bières plutôt classiques, quoi. Ouais. Enfin, classiques, pas avec une pâte hyper puissante. Mais tu dis ouais, ça qui parce qu'au niveau du terroir, justement, au niveau de la terre, en Bretagne, il n'y a pas de quoi faire pousser des houblons climat. suffisamment de qualité. Non, c'est pas ça. Non, C'est le c'est climat. pas. Je veux pas dire que l'aromatique va amener de la qualité. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes variétés qui vont pouvoir pousser ici en Europe. Ça va pas être les mêmes climats. Après, je parle de quelque chose dont j'ai pas trop de notions, mais je pense que c'est ça aussi. Et du coup, la terre n'est pas la même. Après, je sais pas comment c'est foutu aux États-Unis, je t'avoue, je sais pas. T'as visité des pour le houblonnières, coup, toi? non, moi en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai pas d'expérience en dehors de New York, mais c'est vrai que j'ai eu rencontré. Il y a pas de houblonnière à New York. Et il y a pas de houblonnière à New York. Super À ville moins que je écolo, sois encore une passé fois. à côté d'un loft à Times Square qui serait transformé en houblonnière. Mais en tout cas, niveau houblon, dans le nord de la France, ça repart vraiment à fond. Ouais. Il y a plein de jeunes producteurs qui s'y mettent, et c'est hyper intéressant. Vas-y, Et fais ton petit coup de pub là.
Et ils font comment? Non mais pas petit coup de pub, mais ils font des cépages, des houblons français, enfin européens, et ils commencent à faire du houblon aussi américain sur ce sol-là, mais ça donne vraiment pas du tout la même aromatique que s'il avait poussé aux États-Unis, quoi. Ben ouais, c'est intéressant, ouais. Parce donc là, que t'as le côté terroir, ouais. mais t'as une cuisson après, et c'est là que je sais pas si on peut vraiment se trouver. Comment ça, Je trouve que la cuisson détruit le côté terroir en fait. Ah ouais. Même si tu mets en dry hopping après. Ouais. Et Parce que ton mal qu'est-ce que le dry hopping? Après, on va y revenir. Mais non, je sais plus ce que je voulais dire en plus. Oui. Mais je pensais en tout cas à, tu vois, là, j'entendais le mec de The Alchemist qui est une brasserie dans le Vermont, et le Vermont c'est un état du nord-est des États-Unis qui a un climat, je pense, pas si éloigné du nord de la France. T'es sécure toi sur le climat de Vermont? Parce que moi je suis pas sécure du tout. Bah non, mais c'est même un truc, en fait c'est un territoire qui est quand même vachement au nord, c'est proche du Canada, donc c'est un territoire qui est forcément assez sec et assez froid. Oui, donc, mais là, ouais, comme tu parles du Vermont, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on soupçonne que la Neipa est née là-bas, en fait, avec... en fait, Neipa, ça veut dire New England IPA, et du coup, comme son nom l'indique, qui vient du New England, et le New England, c'est le nord-est des États-Unis, la côte du nord-est. Et c'est l'IPA adapté avec une levure particulière et qui venait de ce coin-là des États-Unis. Et en plus de ça, au fil du temps, la recette de base a été un peu modifiée. Et aujourd'hui, en général, ils utilisent d'autres céréales en complément du malt d'orge dans le brassage. Ouais, c'est de l'avoine. C'est de l'avoine, ça. c'est ça. Et c'est ça qui donne d'ailleurs le côté un peu trouble. C'est un sous-style qui est caractérisé par beaucoup d'aromatiques, très peu d'amertume. Ouais. C'est pratiquement un jus de fruits, là on est vraiment sur le jus de fruits. Ouais, avec une belle densité. Et c'est surtout important, c'est ça, c'est que si tu mets ta main derrière le verre, en gros, tu vois plus ta main, quoi. Ouais. Il n'y a aucune... Normalement, ouais. C'est très trouble, c'est très peu amer, et c'est très aromatique. Ouais. Mais il y a beaucoup de matières premières aussi, donc c'est pour ça aussi le côté trouble. Le houblon, je pense c'est la folie, ce qu'ils peuvent mettre dedans. Et je pense que c'est du pellet aussi, parce qu'il y a ça aussi qui joue. Versus... Alors c'est quoi le... Ouais. Explique le pellet. Parce qu'on naturellement, quand c'est pas industriel, maintenant c'est différent, mais à la base normalement on met juste la fleur de houblon qui est séchée, ou alors on peut faire avec du houblon frais aussi, mais c'est pour les harvest beer, mais c'est surtout en Belgique ça. Et du coup le pellet c'est juste du houblon séché et un peu comme des granulés, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est mis en granulé, c'est déchiqueté et mis en sorte de petite croquette. Ouais, c'est ça. C'est du concentré de matière de houblon, quoi. C'est ça. Et du coup, comme on parlait de terroir et tout, tu vois. Ouais, bah oui, genre c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà, il y a ça, la transformation du houblon qui joue sur aussi l'aromatique. C'est plus facile pour le stockage, pour l'utiliser. Parce que sinon, les quantités de houblon, ça prend énormément de place. Faut le garder à 0 degré. C'est compliqué, alors que là, t'as des pelés et c'est facile d'utiliser, quoi. Ouais, c'est plus commode, quoi. Et ouais. Mais pour la question des terroirs, tu vois, je reviens encore sur le Vermont, décidément on fait des cercles, mais le mec en question de la brasserie The Alchemist, là, qui brasse la Eddie Topper, qui est considérée comme une des meilleures IPA du monde sur Rate Beer. Meilleure. Neipa même. Ouais, en fait, lui du coup il a développé cette recette-là avant même que la Neipa n'ait été définie. Moi, ce que je dis... Ouais, vas-y, pardon. Et je finis la petite histoire. Vas-y. Et en fait, lui, il a développé cette recette-là. À l'époque, il l'avait montée avec sa wife, une micro-brasserie brewpub. Donc avec sa wife. Ah, vas-y, fais chier. C'est combien de temps que t'es en France? Oui, bon, désolé, j'ai des petites tendances linguistiques, des petites dérives. Et
Oui, donc il est parti avec sa nana et... Il a ouvert avec sa nana un brewpub, donc il brassait de la bière, et en fait ils ont développé, mais je crois un peu par hasard, une levure particulière, la New Conan, et c'est cette levure aujourd'hui qui fait un peu la folie de tous les brasseurs et qui est à l'origine du style de la New England IPA, mais moi, lui... J'ai pas lu du tout le même truc. Non, moi c'est lui qui racontait ça en interview. Mais moi ce qu'il me disait, c'est qu'il avait chopé... Enfin, c'est ce qu'il me disait. J'ai eu au téléphone hier, on a pris un café, c'était excellent. Et non, ce que je lisais sur le gars, c'est que... Alors, je sais pas quelle histoire vrai, hein, mais il disait, mais moi j'ai chopé une levure à Londres dans les années 90. Le mec m'a filé une levure un peu spéciale que j'ai sélectionnée, machin, etc. Dans son délire de sélection. Et le seul bail qui me disait, c'est qu'en gros, j'ai pas le droit de la refiler, la levure. Elle doit rester confidentielle, il y a que moi qui l'a... Et donc il a utilisé cette levure, et ça a sorti... Il a juste produit une IPA, et ça a sorti ce truc-là très dense, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans son processus de clarification, en fait, la bière ne s'est pas du tout clarifiée, quoi. Et c'était très juicy, donc ce truc-là très, très épais. Et ce qui le fait marrer, c'est que tout le monde est devenu fou parce que cette brasserie est super réputée, etc. Et d'avoir ce corps dense, tout le monde a cherché à repomper ce truc-là, notamment les beer geeks, etc. Et tout ce qui était un peu les brasseurs amateurs. Et donc ils ont repris des levures de la canette, donc des trucs qui sont pas forcément de bonne cam, etc. pour essayer de reproduire ce truc-là. Alors que lui, en fait, il dit mais en fait, quand au fur et à mesure des années, elle va se clarifier, en fait. Alors lui, ça lui pose pas de problème qu'elle soit épaisse, mais voilà. Et c'est un espèce de contre-truc, contre-style qu'il a pas du tout anticipé et qu'il a subi, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bah en tout cas, les deux histoires ont en commun que ça a été un peu un hasard, la création de cette recette, et que ça a créé un espèce d'engouement où tout le monde s'est dit waouh, trop canon, tout le monde s'est mis à brasser cette bière, et c'est devenu un peu le style emblématique de la région, et aujourd'hui, désolé l'expression, tout le monde se branle dessus, quoi. Waouh, sur quelle les expression de Neipa. ouf. Bah oui, mais parce qu'on en revient toujours à la même chose. Parce que c'est un produit qui est facile d'accès. Ok, au niveau du prix, c'est assez cher, mais qui est facile d'accès sur le fait qu'il n'y a rien de compliqué, en fait. Tu ouvres ta canette, tu bois, et en fait, juste c'est fluide. T'as pas de complexité, t'as une belle densité, t'as de la sucrosité, et t'as un côté qui va te rappeler un peu ton enfance, parce que t'as un côté agrume qui est hyper présent sur la majorité de ce genre de bière. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un tel engouement là-dessus. C'est parce que les gens aiment le sucre, je pense. Je sais pas, mais on est tous d'accord pour dire que quand t'as quelqu'un, tu sais, qui est pas du tout initié dans la bière, qui fait machin, je sais pas trop quoi prendre. Je préfère carrément servir une New England IPA qu'une Cassia rouge. Ouais, tu sais un Neipa quoi direct, c'est sûr. Du coup, en parlant de New England IPA, oui, je sais pas, ça vous dit de goûter un truc ou pas? C'est parti. Allez, vas-y. Et du coup, c'est Louis qui nous ramène ça, et c'est trop cool. C'est toi? Je vous en prie, avec plaisir. Ouais. On est parti sur une petite New England Pale Ale. De chez qui? De chez Piggy Brewing Company, qui est du coup une brasserie de l'est de la France. De Nancy, ok. Tout à fait. Côté américain, Brewing Company. Bah ouais. Ils ont fait leur bail, carrément. Et c'est vrai qu'ils brassent des bières de type, assez influencées par les styles américains, je trouve. Je sais pas, vous en pensez quoi? Ouais, carrément. Ouais, non. Oui ou non? Je trouve qu'ils ont un américain, mais après ils font plein de styles. ils font énormément de styles et c'est après sur les bières de soif et bières houblonnées, c'est vrai que c'est très influencé. Ouais, mais même sur les sours, etc. je trouve. J'explique en que général. bière de soif, c'est une bière qui se boit quand t'as soif. Meilleure définition. C'est ça, c'est pas forcément négatif, ça veut dire qu'au contraire, c'est une bière qui se boit tout le temps. Une bière pintable, quoi. Voilà. Tu dégustes une bière, tu te dis putain, je la prendrais bien en pinte en plein après-midi au soleil, c'est une bière de soif. Pour moi, dans le sud, boire une pinte, c'est être alcoolo, hein, tu vois, c'est pas... Mais quelle idée! Ouais. Mais quelle idée! C'est la petite différence entre Bretagne et le sud. Allez, ouvre. Et ouais. Donc la IPA, vraiment très très belle robe en tout cas. Très épais. Une jolie mousse. Merci. Il va falloir argumenter, il va falloir décrire tout ça parce que... Je trouve que la densité... alors, dès l'ouverture de la canette, ça sent quand même... Du coup, là, on est sur quoi? Citra, mosaïque... Alors, je vais te dire ça tout de suite. Ouh, il y a du mosaïque, ouais. Du coup, on parle de variété de houblon.
On peut parler de variété. Mais... On peut parler de variété de houblon. Bah alors, qu'est-ce que Putain, vous en ça me dites fait plaisir. Parce que moi, alors, le mosaïque, c'est un truc que j'arrive en dry up à reconnaître au nez par rapport à ce côté herbacé. Déjà, il y a plein de variétés de houblon. Ça, c'est déjà un truc qui est pas forcément ancré chez les gens, tu vois. C'est un truc. Environ 500 aujourd'hui, je pense. Ouais. Et sachant qu'il y en a qui se développent de plus en plus. Avec les croisements, etc. Ouais. Carrément. Et donc, il y a des houblons, notamment américains, qui sont pour les IPA américaines, qui sont vachement utilisés, donc, ou en tout cas préférés. Bah oui, du coup, Bah. les plus utilisés pour ce type de bière, là, les New England IPA, les bières très houblonnées, assez puissantes quand même niveau aromatique, c'est quoi? C'est Mosaïque, Citra, Simcoe. Simcoe, Centennial. Anario, Centennial, Chinook, je pense un petit peu aussi. Ouais. Cascade. Bah, la Oui, Nelson bah, Sauvin. Cascade, ouais. Cascade, c'est sûr. Mais Cascade, à la limite, c'est peut-être. Bah, c'était Ouais. utilisé beaucoup avant, mais maintenant un peu Ouais. moins, je trouve. Ouais, Il y a puis des c'est modes de peut-être- houblon. C'est peut-être des houblons qui sont aussi maintenant plus utilisés pour les bières de fermentation mixte ou d'autres styles de Ouais. bières où tu vas pas forcément retrouver de prime abord l'aromatique du houblon. T'as des modes du houblon aussi, c'est ça. C'est que Ouais. moi j'ai l'impression qu'il y a vachement de modes au niveau des houblons, quoi. C'est au bout d'un moment, telle année, tu vas avoir que ça C'est dans ça, les il lignes, y a les goûts Ouais. sont entre guillemets Ça tous va. les mêmes, sinon, et du coup, faut que ça évolue. Ouais. Parce que sinon, l'amateur va vite Et ne plus alors- être amateur. Ouais, et là, j'ai l'impression que c'est un peu le Nelson Sauvin qui revient, tous ces trucs-là, tous ces houblons Ouais. australiens, néo-zélandais, Ouais, aussi. qui reviennent beaucoup à la charge, quoi. Ouais, depuis quelques années déjà. Il y a le Ouais. Sorachi aussi, à un moment qui a été hyper. Le houblon japonais. Houblon japonais qui était vachement utilisé, Ouais. mais en même temps, Qui a Sorachi, une aromatique assez reconnaissable. c'est très très prononcé. Ouais. Comme Ouais, c'est aromatique, excellent, ouais. Ouais. Ça peut être, ça peut être très excellent parce que justement, ça peut être une merveille pour une première quand tu le découvres, quoi. Genre, je pense à une lager qui a été houblonnée avec du Sorachi. Ouais. Ça, c'est un truc en été, il fait super chaud, les mecs connaissent pas trop un peu la bière, tu prends ça, bam, tu Bah, le prends. sur des bières assez Ouais. légères et assez, Mais alors, assez par sèches. contre- moi, je Après, trouve c'est ça- utilisé dans le Nord sur des bières typées belges, avec des levures belges. Je prends par exemple Brasserie au Pif. Je sais qu'ils en avaient fait une avec Sorachi Ace, et du coup, c'est une bière à 8 bourrins. Mais du coup, t'as le côté noix de coco à fond. Ouais. Et là, je trouvais ça bien fait parce que t'avais la gourmandise, la densité, la puissance de la bière belge, Ouais. et la rondeur avec la levure qui nous amène tout ça, et le côté noix de coco qui est assez affolant sur cette bière. Mais quand c'est mal fait, clairement, ça a goût de plastique volé, et c'est pas, pas terrible. Après, c'est aussi, la problématique, c'est aussi que le Sorachi, moi je trouve que c'est un houblon. Donc, ouais, rappelez que c'est un houblon, donc il y a des goûts qui se rapprochent de la noix de coco, du litchi, etc. C'est un truc très rond au final, au niveau du goût. Ce que j'en pense. Vous me dites oui ou non, vous me confirmez. Mais si c'est utilisé à outrance au bout d'un moment, c'est un houblon qui peut très vite gonfler aussi. C'est ça aussi Ouais, toute bah la problématique justement, de parce ce que truc-là. c'est assez trop prononcé, particulier, ouais. parce que c'est assez prononcé, ouais. Donc là, on avait dit Citra, qui est un truc que moi je trouve qui porte, on dit souvent fruits tropicaux, etc. Moi je trouve que ça porte plus sur l'agrume, ça c'est mon palais, mon ressenti perso. Ah ouais, ok. Ouais, Ok. non, moi en général, je sens plus les fruits tropicaux quand Ouais, même. moi c'est plutôt Ouais. l'agrume. Mangue, enfin, des trucs assez ronds. C'est vraiment tout ce qui est propre à chacun. C'est Ouais. pareil, moi le mosaïque, je le sens pas à part, Ouais, à après, part c'est- que dans le côté herbacé. Ouais. Et c'est ce que j'adore dans ce houblon là par exemple. Mais Et bah là, du coup, donc on déguste toujours la petite Piggy, C'est New quel England nom Pale Ale, et on est sur 4 houblons différents, Mosaïque, Citra, Trident et Centennial. ok, Centennial. Et Ok. donc une bière qui est brassée avec du malt d'orge, du malt de blé et des flocons d'avoine, qui est, on le rappelle, la particularité de la recette de la New England IPA. C'est marrant parce que- Le côté lactique. Ouais. Pourquoi il y a du lactose dans. Là, c'est l'avoine qui va t'amener la rondeur, et le côté lactique, en fait, côté très enfantin, très facile à boire, tu vois. C'est D'accord. C'est un ça peu la genre recherche yaourt dans ce à boire, genre de quoi. bière. Mais après, là, en fait, je trouve qu'il y a quand même différentes New England IPA. Et celle-ci, je l'ai pas goûtée, mais ça se voit juste à l'œil, à la vue, que je trouve que. Enfin, on va voir tout à l'heure, mais du coup, je pense que c'est pas une bière avec une énorme densité. Je pense que c'est quelque chose où il y a de la sucrosité et tout, mais Ouais. ça va être vite asséchant et un peu aqueux finalement. Hmm. Ce qui est intéressant, puisque ça va être beaucoup plus facile à boire et moins bourratif. On peut en boire plusieurs Ouais. fois du coup.
C'est peintable, en effet, c'est peintable. En tout cas, il y a le côté très. Clairement, c'est ça, ouais. Ouais, c'est clairement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, moi je trouve ça cool parce qu'on retrouve le côté très aromatique et le truc un peu herbacé du houblon, un poil asséchant aussi, mais sans la matière qui est un peu trop là, qui plombe le palais, où t'as l'impression que ça te crée, à force au bout de 3 gorgées, t'as l'impression que ça te tapisse un peu la bouche et d'avoir des résidus de houblon un peu partout. Là, ça coule tout seul, ça donne soif. Un côté très, il y a le côté très signé aussi des houblons au niveau. Oui, quand tu dis aromatique, fruits tropicaux, très fruité comme truc, sans être excessif. Ouais, mais du coup, le côté asséchant, fin de bouche qui est hyper intéressant. Ouais. Qui aurait pu être raté, parce que ce côté asséchant, ça peut très vite arriver sur un côté très agressif au final. Ouais. Et ce que j'aime bien, on l'a vu à la mousse aussi en servant, c'est qu'il y a une belle carbo, quoi, dans le sens... Carbonatation. Ouais, ça dur à dire. Carbonatation. La bulle, quoi, l'effervescence, elle est là. Et moi, ce que je trouve et elle là... est très fine. Ouais. Sans être trop dense aussi. Ouais, et sans être trop plate. C'est pas du Perrier, quoi. Perrier fait une bulle, plutôt pas. Que le Perrier, parce que... Ok. On fait des petits placements de produits, là. Quoi? On fait des petits placements de produits. Non, j'ai aucun contrat avec qui que ce soit. Ok. Ouais, donc oui, c'est vrai que... C'est très fruité. Donc ouais, là on est vraiment sur un côté... Moi j'ai une question, c'est le côté hazy. C'est un hazy clean. Hazy versus clean. Ouais. Hazy en anglais ça veut dire trouble. Ouais, donc c'est vraiment... En fait c'est le raccourci de terminologique pour dire en gros il y a le côté... Oui, après je sais pas si c'est très intéressant de mettre ça sur les styles de bière. Après ça peut lancer un débat aussi. De quoi de se retrouver avec écrit sur les canettes, t'as le style du coup hazy, Ouais. n'est pas, ou enfin tous les styles et ça dépend le processus de fabrication de la bière, mais des fois tu vas te retrouver avec des noms à rallonge Ouais, c'est clair. de styles de bière qui sont là, mais en fait ça n'a rien à voir. Mais les ça, uns en des plus, autres. j'imagine, quand tu connais pas trop la bière, ça doit être tellement un truc rébarbatif. T'arrives dans un bar ou dans une cave, tu veux juste acheter une bonne bière et tu te retrouves à décrypter des trucs où tu comprends rien, où il y a écrit Ce qui est bien, TIPA, c'est que déjà, ouais, pour moi, SIPA. depuis tout à l'heure, on est déjà sur une conversation qui est déjà très loin sur le rapport bière, tu vois, et qui... Ouais, bah après, j'ose espérer que ça reste accessible quand même. Tu vois, je pense à ceux qui peuvent écouter, qui connaissent rien du tout, tu vois, enfin là... T'arrives, il y a plein de trucs, et déjà ils sont là, ils font oh putain la IPA c'est quoi ce bordel là. Tu vois, Bah après, l'IPA, tout le monde en a... Enfin, en tout cas, tu vois, ceux qui viennent nous voir au bar ou pas, tout le monde en a quand même une petite idée, mais souvent on confond l'IPA avec une bière systématiquement très amère, ce qui n'est pas forcément le cas, ou alors forcément assez forte. Mais en fait on met sous le même étendard IPA plein de styles d'IPA. Enfin, plein de styles de bières différents en fait finalement. Que ce soit une IPA entre guillemets à la française comme on parlait tout à l'heure, qui est sur l'amertume avec un peu de densité due au seigle ou choses comme ça, et le travail sur la levure. Donc je pense à la raille de par exemple de Schumann, Ouais. ou voilà. Et on va parler d'IPA sur des styles américains, on va parler d'IPA sur un style anglo-saxon. Hein, c'est la folie et en fait ça n'a rien à voir. Et après, est-ce que c'est pas lié aussi ce côté-là, amertume ultra prononcée avec l'industrie tout simplement? Ouais, il y a ça je pense. Aussi. Et il y a aussi le fait, je crois que Parce que... on parle de New England IPA, de double IPA, de triple IPA, des choses comme ça, mais en fait ça au fond je pense que c'est pas le plus important ce qui est mis en avant. Enfin moi c'est un truc que je me disais qu'en fait dans le bouquin de référence des brasseurs, enfin, le code... je sais pas comment appeler ça, le codex, le grand codex des brasseurs, ou de la bière, je ne sais pas. Il y a que 3 styles au niveau IPA. Il y a le style anglais, le style américain et l'impérial. Et l'impérial, Ah oui, ça reprend juste les doubles ou les triples ou tout ce bordel-là, tu vois, c'est mis dans l'impérial. Oui, et puis Vraiment. en plus c'est ça, il y a le lapsus aussi en mode une impérial IPA, en réalité c'est une triple IPA, mais des fois on va sortir une quadruple et t'es là, mais en fait c'est quoi une quadruple? Et en fait, en plus ils ont rajouté IPA, mais du coup on comprend plus rien. Ouais, et, c'est-à-dire que double ou triple, en fait, c'est juste une impériale, quoi. En fait, Bah ouais, mais ça. après, je sais pas ce que Ok. vous en pensez, mais pour moi, la triple IPA, c'est
quand même assez Beaucoup trop de récent. houblon, quoi. Ouais, enfin après, outre, je ne veux pas forcément poser de jugement là-dessus, on aime ou on n'aime pas, il y a des trucs, enfin moi je trouve qu'il y a des trucs chouettes qui ont été faits. Non mais c'était gratuit et rapide, hein. C'était pas analysé. Mais à la base, la triple IPA, ça a émergé depuis pas si longtemps que ça, non ? Mais- Par rapport à la double, par exemple. Bah parce qu'avant on parlait d'impérial, mais en fait Ouais. le truc c'est juste, je crois, un truc marketing où il y a eu l'époque de la bière belge où les gens buvaient de la triple. Ah Et, ouais, et du carrément. coup, avec cette nouvel engouement sur l'IPA, parce que c'est clairement la bière que tout le monde boit et que tout le monde adore, elle est. Après, enfin, je veux dire, je pense que ça va passer assez vite, ça fait déjà 4-5 ans que c'est le cas. Bien sûr. Ça va peut-être durer 2-3 ans et après, ça, on va passer Ouais. sur un autre style. Est-ce que Mais- c'est... Ah ben justement, je vais vous faire écouter un extrait. On va commencer comme ça, j'enchaîne. Ok, ça va. Je vous fais écouter un extrait. C'est alors, moi j'ai revu par rapport à la démocratisation aux États-Unis de l'IPA. Il y a une série Netflix qui est sortie. Une série produite par un des showrunners. Le showrunner, c'est les mecs qui écrivent et qui gèrent un peu les séries. Du mec qui a fait That the 70 Show, donc c'est quand même Ah oui, Un gros Blues mec. Brothers. Bruce Brothers, ouais. Bon, c'est une série de merde, mais ça on s'en fout. C'est juste qu'il y a un truc qui est très symptomatique sur la question de la IPA à un moment. Il y a un extrait, je vous fais écouter ça tout de suite. J'ai nulle part où aller. Comment ça, t'as nulle part où aller? Tu disais que t'étais un vrai roi à Portland. J'étais. J'ai eu une dispute avec les brasseurs. Il y a une centaine de brasseries là-bas? 84 exactement. La plupart sont vraiment nulles. Toutes les bières qu'elles proposent ont un goût de cadavre déboueur. Et je sais vraiment de quoi je parle, mec, je m'y connais. Et tu leur as dit ça? Oui, je leur ai dit ça, ok? Un énième concours de bière, quelqu'un m'a passé le micro, j'ai commencé à balancer, le public a pas vraiment apprécié. J'étais pas non plus vraiment d'accord sur le fait qu'ils laissent les IPA participer. Les IPA sont les bières que boivent tous les gens qui sont à court d'idées ou ceux qui n'ont jamais eu d'idées intéressantes au cours de leur existence. Ok. Et je leur ai concocté une IPA dans laquelle il y avait un hallucinogène. T'as quand même pas essayé de droguer tout le public. C'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu essaies, et moi, je réussis. Donc c'est quand même... Ce doublage légendaire. Oui, bon, voilà, je passe en français parce que j'ai... Mais en gros, c'est assez symptomatique, sachant qu'il parle pas trop aussi, il parle de stout, machin, truc vite fait, mais c'est le seul moment, j'ai regardé 3 épisodes, je peux pas dire tout, mais c'est le seul moment où il parle vraiment spécifiquement d'un genre de bière, quoi. Dans la série. Ouais. Bah, j'avoue que moi j'ai regardé la série il y a Ouais. quelques mois. Et oui, il parle des IPA, et il parle aussi des bières d'abbaye ou d'un. Mais Ouais. c'est tout. Et je pense que c'est assez symptomatique parce que c'est quand même l'opposition de deux frères. En gros, il y en a un qui est un peu plus. C'est un peu formé sur le tas et l'autre qui est un peu plus élitiste, condescendant, machin, etc. C'est 2 caricatures, hein, par contre. Parce que je pense qu'ils en ont chié pour faire 2 caricatures, enfin un truc un peu plus subtil. Mais c'est assez symptomatique de la démocratisation de ce truc-là, de la IPA, quoi, là-bas, quoi. Il y a un autre truc où, donc, ce que je disais, où. Ça vient en plein milieu d'une série comme ça où les mecs font bonjour, une double IPA. Ouais. Et ils disent directement double IPA, quoi. Tu dis ah ouais, d'accord. Pour que ça rentre dans un truc très mainstream, si tu veux, c'est vraiment rentrer dans le langage commun là-bas, quoi. Ouais. Bah oui, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu des gens dire de manière hyper naturelle aux États-Unis, genre l'IPA, ça a presque remplacé, en terminologie, ça a presque remplacé le nom de la bière, quoi. Les gens savent Oui. même plus forcément, genre les millennials c'est ça. d'aujourd'hui savent même plus forcément quel goût ça a la bière à la base. La bière, maintenant, c'est juste communément de l'IPA. C'est ça, ouais. Nous on commanderait une blonde ici, tu vois, et eux c'est Ouais. une IPA. Et donc ouais, et le truc c'est assez intéressant, c'est que ouais, s'il y a un décalage avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'on a 10 ans ou 20 ans de retard, quoi, sur ce qui se passe un peu dans le boom brassicole des États-Unis et au niveau de ce qui se passe ici. Et enfin, en tout cas dans sa démocratisation ici. Et on sent que les Indus là, ils sont vraiment en galère en ce moment avec la IPA, parce qu'il y a de la IPA, Ils sont en perte de marché de fou. Ils donc, produisent à pleine bourre et ils sont en perte de marché de fou, quoi. Tu vois de la IPA partout, quoi. Bah, moi, j'ai un petit chiffre intéressant là-dessus. Aux États-Unis, aujourd'hui, la consommation de bière, 20%, c'est la consommation de. Attends, je vais la refaire. Aux États-Unis, 20% de la consommation totale de bière dans le pays revient à la craft en général. la craft, La craft. Ouais. Donc les brasseries artisanales. Mais j'avais entendu hosties. parler d'un chiffre aussi, comme quoi les industriels avaient perdu quand même une part de marché de l'ordre de 20-30% sur les 5 dernières années Ouais. en Europe.
Ouais. Ce qui est quand même hallucinant. C'est Et- En Europe, énorme. c'est beaucoup, ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça là, toute la vibe des industriels à produire des bières grand cru, des bières, des IPA. Parce que quand tu vois Pelfort IPA, quand tu vois Ouais. Greenbergen IPA, quand tu vois... ouais, j'ai vu même Greenbergen... J'ai servi, moi, de la Greenbergen American Pale Ale. Ou de Pale Ale. Greenbergen Pale Ale. Tu sers ça, tu fais... Voilà, Ouais. c'est très bizarre. Ok. C'est chaud. C'est très dégueu. Je crois que c'est encore assez... Je préfère vraiment avoir le côté très amer d'une IPA Indus que ça, quoi. Ouais. Il y avait un côté un peu très... ah, ils ont mis plus de sirop de maïs que d'habitude. Bah, le souci avec la production d'IPA industrielle, c'est que du coup, tu peux pas avoir autre chose qu'une bière très amère parce que jamais ils iront utiliser en quantité astronomique du houblon aromatique en dry hopping, quoi. Bah oui, Enfin, si des bières comme celle qu'on vient de boire, où il y a énormément de matières premières, ouais. Et comme qui tu sont disais, mises, ça coûte cher. ça coûte cher. C'est des bières, ça sort à 6,50€ la canette, je crois, de 44, 106 litres. Du coup, comment tu veux acheter des packs à 4,50€ au supermarché sur des bières avec un vrai goût et Ouais. des choses qui se passent en bouche, quoi. Et vous avez remarqué, Saint-Erwan, enfin bon, ça c'est un Indus mais local, quoi, entre guillemets. C'est semi-Indus, c'est des débats que chacun avait. Pour moi, c'est Indus. Saint-Erwan IPA, donc ils ont sorti le truc, et ils ont mis leur houblon. Ah ouais, les houblons Ouais, qu'ils ouais. utilisent. Ouais, Citra et je sais plus quoi, et il y a les houblons Ouais. dessus. Et tu sais que bah il y a, du coup je vire un peu, mais il y a une brasserie qui est assez reconnue, enfin une bière qui est assez reconnue qui s'appelle l'Orval, Oui, Orval. qui est une entre guillemets bière belge. Trappiste. De moines D'abbaye, trappistes, ouais. enfin moines d'abbaye, enfin d'abbaye quoi. Et en fait le truc c'est que j'ai un pote qui est parti à un festival du houblon en Allemagne et du coup il y avait des ricains qui avaient leur stand et ils parlaient de leur houblon et ils avaient de l'Orval. Et en fait il y a du houblon américain dans l'Orval. Non. Si, Sérieux? Scoop. c'est sûr. Il y a quoi? Bref, voilà, je donnerai pas les noms de la personne qui m'a dit ça et tout ça, mais il y a vraiment du houblon américain dans Rendez-vous. l'Orval. Donc il y a que de la publicité mensongère. Déjà, l'Orval, c'est pas vraiment une bière trappiste, enfin, c'est une entreprise qui est dans l'abbaye et qui produit ses bières. Ça, t'as beaucoup de trappistes qui sont comme ça. Hein. Les bières d'abbaye, il y a très peu de bières de... Ouais, qui sont encore Ouais, produites Ouais, j'en sur connais place. très peu. Je sais qu'il y a la Wesselteren, où ça c'est sûr, ce Ouais. sont les moines qui le font. Bah, c'est d'ailleurs considéré comme une des meilleures bières au monde, sans même parler de meilleures bières trappistes. Je sais que quand j'étais parti en Belgique, tu roules et tu fais ah Grimbergen, la ville, ah Delirium, Ouais. ah machin, et tu vois les usines Ouais, comme ça par-ci, mais c'est ils ça. sont jamais trop à l'intérieur, un peu à côté, tu vois, ou un truc comme Ouais. ça. Et tu vois passer les trucs comme ça. Ouais. C'est plus. Il y a que quelques-unes hein, qui existent hein, par contre, qui sont très cadrées, etc. Mais il y en a beaucoup moins que bière d'abbaye, ça ne veut rien dire quoi. Mais C'est- dans tous les cas, ça montre aussi que tout l'historique de ces entreprises, Grimbergen, Lef et tout ça, où ils se disent bière d'abbaye, où ils ont entre guillemets un savoir-faire. En fait, aujourd'hui, bah, ils sont en train de se mettre un bâton directement. Enfin, je veux dire en fait parce qu'en fait leur histoire, ils sont en train de la couper en mode bah du coup. Enfin, tu veux dire c'est- leur plan marketing Oui. de bière d'abbaye. C'est censé être des grandes bières, des bières vraiment Ouais, c'est genre ça. genre lèvres. d'exception, et en fait aujourd'hui ils voient que ça marche plus et du coup ils sont obligés de faire autre C'est chose ça qui est marrant. Ouais. sur du houblonnage accru. Enfin, C'est vrai que tu soulignes le truc, c'est que ouais, c'est des mecs des marketeurs qui sont là en train de dire ouais, de la bière d'abbaye, etc. On s'est brassé à l'ancienne, traditionnelle. Ils vont te sortir de la IPA. On fait, mais ouais, c'est une ancienne belge, donc déjà c'est. c'est je veux quoi dire, ça tu vois, empêche pas qu'ils peuvent se lancer là-dedans, mais en c'est- fait le truc c'est que Tu ça peux- montre juste bien que Il y a en un fait, paradoxe, ouais, il y a un truc qui est chelou. Ouais. c'est ça qui a. Bon. Est-ce que vous avez d'autres trucs à. Un peu. Vous avez, oui, et puis c'est. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a oublié plein de trucs, mais on a fait un peu le tour. Ouais. En fait, c'est très complexe la IPA parce qu'il y a plein de sous-styles, il y a plein de genres, c'est très. En fait, ça ouvre plusieurs pistes de dialogue, comme vous avez pu voir. Je pense qu'on aura oublié beaucoup de choses. Encore Bah, une c'est fois. pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'en parler dans une première émission, c'est que ça donne envie de parler de plein d'autres trucs. Ouais. Moi, par exemple, moi, on avait pensé aussi à aborder le thème de. Enfin, la problématique un peu de la canette. Mais on parce que- a commencé à en aborder par rapport à la question de
La conservation. La conservation au niveau des houblons, c'est ça? Ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la plupart des IPA, surtout tout ce qui est New England, enfin de l'IPA un peu moderne, et de tous ces styles IPA qui utilisent des houblons super frais, elles sont conservées dans des canettes, parce que, bon, bah voilà, la fraîcheur du houblon, la sensibilité à la chaleur, la sensibilité aux UV, etc. Oui, c'est ça. C'est que la bière, son plus grand ennemi, c'est la chaleur et surtout la lumière. Ouais, Ouais. bah surtout Ouais. ce genre de style, quoi. Et donc, dès que c'est une bouteille en verre verte, c'est pas. Ouais, voilà, pas c'est ça. c'est déjà, tu sais Ouais. ce que t'as, quoi. Tu sais, Ouais. c'est pasteurisé, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et puis, faudrait avoir des groupes froids de la sortie de brasserie jusqu'au local où on va vendre la bière. Ouais. Faudrait qu'il y ait une chaîne de froid tout le temps. Un peu comme. Ouais. En tout cas, le type de bière. Pour la du craft, conservation Ouais. optimale c'est du hyper truc, quoi. important, quoi. Ouais. Un peu comme la poissonnerie, quoi. C'est-à-dire que c'est Ouais. ça, t'as pas de. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça pose un peu la question Tu de... traverses le. Quand tu t'as des traverses, bières qui viennent du bout du monde, quand ouais. ça c'est traverse compliqué, l'Atlantique, quoi. c'est un peu Bah après, il y a compliqué, plein d'exportateurs qui se targuent un peu d'avoir des containers réfrigérés, des chaînes de froid incassables, machin. Mais ça Après, pose un peu la question de l'écologie, quoi, du coup. Ah, mais ça Ouais. posera toujours la question de l'écologie, il y a plein de trucs à dire. Hein. C'est pour ça que c'est important aussi le local, tu vois. Mais développer le local, réfléchir le local. Enfin, si tu penses écologie, il faut penser local. Il n'y a pas de solution miracle, je pense, à ce niveau-là, malheureusement. Mais je propose que ce soit le thème d'une Prochaine future ouais. émission. Moi, je propose qu'on déguste un dernier truc et après on va vous lâcher. Donc Allez. on va repartir sur une nouvelle bière. Juste, on va déguster une nouvelle bière qui est complètement opposée à la précédente. À la précédente, tout à fait, parce qu'elle fait 10 degrés d'alcool, 100 d'indice IBU. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un truc de ouf. Ça. Ouais, Ah, ok. et c'est assez exceptionnel. 100. 100. Début. Donc l'IBU, c'est l'indice d'amertume dans une bière. Et sur une IPA classique, enfin, tu vas m'aider là-dessus, mais en général, ça tourne autour de 40, 50. 40, même 50. Ouais. Pour moi, c'est des bières avec une IBU très haute déjà. Ouais, mais. Après, Mais du coup, moi j'ai tendance à tout remettre en question, c'est vachement chiant, mais en fait, c'est non, mais je suis qu'une- d'accord, mais On est là pour ça. c'est fait pour ça justement. C'est. Comment dire? C'est que l'appréhension de certains palais. Oui, c'est ce que tu En fait, tout le monde n'a pas le même palais, et en fait, là, on fait un graphique, en gros, On fait une mesure de quelque chose qui est quand même assez subjectif. C'est ça, au niveau ouais. du palais, qu'on a chacun nos palais nos Voilà. ressentis au niveau du palais sont complètement différents en fonction des personnes. C'est ça. Mais là, normalement, vu ce que tu dis, c'est- ça doit quand même être. Donc, dans tous les bien cas, ouais. clair, Là, quoi, ça va à fond, arracher, C'est quoi. une bière hyper amère. Bah après, sachant que la mer. l'IBU, c'est quand même un truc qui est assez objectif, c'est une mesure qui est assez objective. Après, oui, nous, on le ressent d'une personne à l'autre, très différemment. Objectif, mais- c'est compliqué. Hein. Je trouve ça objectif. Enfin, quand il y a le. Bah, pour le coup, ça, je Quand- saurais pas te dire comment ils mesurent l'IBU d'une bière. Ben, Ouais. à part goûter, je vois pas comment tu peux. Non, bah non, parce que c'est un truc qui est calculé. Je sais Tu pas calcules trop. comment Je sais l'amertume pas. Bah si, je pense que c'est par le goût, parce que du coup, tu peux pas faire des calculs par rapport aux matières premières que tu mets. Ouais, c'est ça. Parce que sur C'est vrai que c'est une l'amertume, bonne question, ça. sur l'amertume va jouer le houblon et va jouer, enfin tout le reste en fait. Et du coup, ça dépend si ça va être sec comme celle qu'on avait là. Ça dépend de la sucrosité, ça dépend de Parce que dans beaucoup le, de choses quoi. dans le pinard, t'as ça, hein, des mecs qui. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas d'IBU De du quoi coup dans Dans le le. pinard, t'as des mecs qui goûtent comme ça pour vérifier. Ouais, mais ça a été un long débat, par exemple avec Parker, c'était un mec qui. J'ai juste Lewis qui est arrivé dans ma tête. Parker Lewis, bon, pardon. C'est pas grave. C'est un mec qui notait les vins sur 100 et il a mis beaucoup les Bordeaux à l'époque. Il Non, les notait sur 100 et il mettait des Non, parce que. super. Ouais, Quoi non, mais je pensais C'était plus. pas du tout objectif justement et ça a été remis en question. Maintenant on n'en parle pas forcément bien, alors que dans la bière, je sais pas. Bah alors si, figurez-vous que quand même, je suis en train de checker, Ouais, je du coup. triche, mais figurez-vous que c'est possible de calculer apparemment l'IBU ouais, grâce à l'utilisation des matières premières. Ça dépend de l'efficacité des acides alpha dans le houblon. Bon, c'est un peu technique, mais du coup, de ce que tu fais, Carrément. non, mais de la nature de tes Ouais. houblons et de la manière dont tu les utilises. Ça dépend aussi de la densité du mou. Donc le mou, c'est le malt
fermenter. Voilà. Ok. voilà. Et ça dépend du temps en minutes d'ébullition du houblon. Ça dépend du facteur de correction de densité. Voilà. Enfin, Oui, Ok. enfin bon, ça fait Je- quand même, je- ça je- fait quand même beaucoup de paramètres arbitraires. Hein. ouais, bon. Oui, mais bon, en tout cas, c'est censé Ouais. être une bière bien amère, quoi. Et l'amertume, elle a été développée. En fait, on n'est pas sensible à l'amertume parce que. Enfin, on n'aime pas l'amertume quand on est gamin parce que c'est biologiquement. Biologiquement, en fait, on s'est développé. Ah ouais, moi j'en ai aucun souvenir. Tu sais pas? Vous savez pas? Ok. Non, je Et parce savais qu'en pas. fait, c'est parce que biologiquement, au tout début de l'humanité, enfin, en évoluant, en fait, toutes les plantes qui sont amères sont souvent des plantes qui sont empoisonnées. Ok. Donc ils nous ont empoisonnés. Et donc en fait, on a eu ce mécanisme-là de défense à rejeter l'amertume au niveau des goûts. Ok. Et c'est pour ça qu'on a du mal à. Et qu'après, au fur et à mesure, en fait, c'est pareil, hein, tu vois, le côté de la question des BU, je pense que ne pas laisser du quoi. Moi, j'ai vu combien de personnes que je déteste l'amertume qui ont commencé à la sour ou sur des bières acides ou sur des trucs et qui maintenant boivent de l'IPA bien amer, bien. Donc dans tout ça, on n'a Ok. même pas présenté la bière. Ah Et oui. vas-y, présente-la. Moi donc une impériale IPA d'une brasserie norvégienne du sud de la Norvège qui s'appelle... Nagna. Voilà. Nagné. Nagna. Spécialiste ici des langues slaves et autres. Et donc cette bière s'appelle Degré 500, Dièse 500, Hashtag 500, ouais. hashtag 500. Là, avant d'être un hashtag c'était un dièse, désolé pour les traditionnalistes. Hein. Et Dièse 312. cette bière elle s'appelle 500 parce qu'elle est brassée avec 5 maltes, 5 houblons, qu'elle fait 10 degrés. Par contre, Ils ça te sent. disent quel houblon il y a ou pas? Parce que Moi, j'ai que le- à vue de nez, je suis à fond. Du coup, on en parlait tout à l'heure sur le Sorachi Ice. Ah ouais, ok. Et sur Ouais. justement Sans- même l'aromatique où c'est à la limite. Putain, moi j'ai le malt et le malt, quoi. J'ai la céréale qui Oui, revient. il y a le malt aussi, hein, Mais mais. c'est vachement prononcé, quoi. C'est beaucoup plus en opposition avec l'autre. C'est sûr que là, on est dans autre chose, quoi. Avec, Là, on est dans le résineux, on ouais, est clairement. sur. on est vraiment plus. En fait, on est proche d'un style anglais, là, au final. Dans le côté torréfié, un peu caramel. Ouais, après, Voilà. ouais, c'est aussi. C'est une bière nordique, quoi. Donc, Ouais, de c'est ça. ce côté. Mais bière nordique, Voilà. c'est quoi que tu considères Parce Bah, que tu prends les Suédois, Stigebert, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Stigbert. Ouais, non, Ouais. je dis des conneries. Ça Ça, arrive c'est- quelquefois. Tu vois, là on est carrément dans un style ricain, quoi. Tu Ouais. vois. Mais si tu veux dire nordique par rapport à ton expérience de Lille, oui, c'est peut-être plus dans la tradition nordique, entre guillemets. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais. C'est ce que je veux dire. Bah moi je trouve que, enfin, du coup c'est hyper porté sur le malt, donc je dirais pas forcément que que ça se rapproche. Ça me fait pas penser au nez à un style américain. Ah oui, clairement. Ouais, Parce c'est que- ce qu'on disait. on parlait sur le style ok, Burgets. ouais, pardon, j'ai pas suivi. Ouais, bah oui, bravo. C'est très très signé malt, ouais, c'est très torréfié, c'est très caramel un petit peu. Ouais. Pas torréfié pour le coup. je trouve. Trop torréfié, Ouais, mais c'est malté. Caramel, bah, au nez, ça me ferait presque penser à un vin d'orge, quoi, tu sais, un peu le côté caramélisé. Alors, tu vois, Carrément, pour ouais. moi, Un peu. Et t'as le côté, ce qui est marrant, c'est qu'en bouche, enfin du coup, moi j'ai goûté, et t'as le côté caramel légèrement brûlé, ouais, tu vois. c'est ça. Donc, Et je trouve ça vraiment intéressant. par contre, l'IBU, 100, je suis désolé, c'est Bah, c'est mon Bah si, quand même. Mais c'est pas l'amertume si, sèche parce qu'il y a désolé. beaucoup de sucrosité, Ouais. mais En tu fait, sens. c'est un peu planqué. Ah non, mais pour moi, C'est pas du sous tout la langue merde. que ça se passe et c'est un truc de fou, quoi. Non, parce que tu prends Prisme par exemple. Tu prends Prisme lors de leur premier brassin où t'as un truc qui est très upburn, tu vois, au niveau de. Alors, Auburn Translation, por favor. Ça fait beaucoup de lettres en même temps. Mais c'est ce goût-là de houblon brûlé, quoi, de cramé, enfin, je sais pas comment dire. C'est ça? Ah ouais, c'est vous les experts, hein. Enfin, moi, c'est pas moi, je suis pas Toi, semé. c'est toi qui as une obsession sur le Auburn. hein. Oui, c'est. Parce qu'on en a parlé récemment. Alors, on arrête pas de me le dire. Il y a des mots comme ça qui on te dit, j'en entends pas parler, tu vois, c'est un peu comme le Luverdijk, on n'entend pas parler et tu t'en prends plein la tronche à chaque fois.
Mais si, l'amertume, elle est franchement Ah là, ouais. quoi, c'est un truc de fou. Ouais. Moi, je trouve que c'est, en fait, comme t'as une belle matière, c'est un peu planqué derrière le côté un peu onctueux du malt, le truc un peu caramel. Mais je trouve en fin de bouche, tu l'as, tu sais, ça te colle un peu au fond du palais, quoi. J'ai rien du tout. Je suis désolé. Et c'est vrai, t'as pas J'ai rien du tout. Je regarde mon. Je trouve que c'est. Rien c'est- du tout, attends. C'est hyper. Non, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on. En fait, tu m'aurais dit. Tu m'aurais pas dit au début. J'aurais À la fait, limite, ouais, il y a un il aurait fallu déguster cette bière à l'aveugle. Tu m'aurais pas dit au début, je t'aurais dit, ouais, ok, il y a de l'amertume. Peut-être que là, c'est ça qui m'a perturbé sur le coup. Et que je me suis dit, oh ouais, putain, tu vois, mon cerveau s'est préparé à avoir un truc qui arrache, tu vois. Mais est-ce que t'as un souvenir récent d'une bière plus amère que t'aurais bu? Oui. Ouais, mais là, on est J'ai pas envie de le dire dans cette émission, mais oui. Là, on n'est pas sur une bière amère et sèche dont on a plus l'habitude. Là, on est vraiment sur une bière avec une densité de fou. Déjà, c'est hyper rare d'avoir une densité comme ça sur une IPA. Ouais. Enfin, moi, je crois que j'en ai rarement bu, des comme ça. Et l'amertume, c'est pas une amertume franche. C'est vraiment sous-jacent. Je sais pas comment Oui, je dire. comprends Mais ce que tu veux dire, mais. c'est limite comme. Je sais pas, enfin, dire, moi j'ai déjà mangé du savon par exemple. Tu vois. Restant- Il y en a qui ont des Et occupations passionnantes. je sais pas, mais forcément c'est la même amertume qui vient. Mais c'est pas, je les sens pas la bière, hein, Non, mais bah. c'est Alors, vraiment je ça. ne saurais pas Je dire. suis en train d'imaginer le mec. Parce que le mec, il a quand même été sommelier, il a servi Nathalie Portman, il fait bon, écoute, ce pinard-là, moi j'ai déjà mangé du savon. Donc, je peux t'assurer que ça rapproche à peu près de ça. Non mais oui, c'est clairement mon approche et du coup, voilà, j'aurais pu faire clown aussi, mais c'est bon. Non, ce que Moi, tu pour veux dire, le- ouais, c'est une amertume qui en fait se pose en bouche, c'est-à-dire qui reste en bouche et qui a ce côté-là un Bah, petit qui peu. reste, qui est très long, quoi. Après, même que t'aies avalé, ça reste. C'est marrant parce que tu vois, ça persiste. cette amertume-là, je le sens comme un petit truc, genre un petit peu résineux, tu vois, un petit truc. Ouais, c'est machin. ça, ouais. c'est ça. Ouais, bah, on est à Et fond pas un dedans. truc très, on va dire, pas un truc qui fout un kick style comme on peut trouver dans l'amertume de l'Indus par exemple. Je dis n'importe quoi là. Ouais. Un truc qui fait bam pour arracher, toi, juste. Ouais. Bah, là encore, enfin, chacun a sa définition de l'amertume aussi. Oui, non. Moi, mais- pour moi, ça me fait plus penser à une amertume que tu peux avoir sur, je sais pas, un radis ou plus, tu vois, un truc qui peut être très amer aussi. Ouais, je sais Toi, pas. tu j'ai seras pas la d'accord même avec un chose. radis noir là-dessus? Bah, pourquoi pas? Mais en même temps, j'ai l'impression que ce qui nous fait un peu bizarre sur cette bière, c'est qu'on n'est pas sur une aromatique de houblon frais. Enfin là, moi, je sens pas que c'est une bière fraîche. Tu vois. Je sais pas si t'as le truc d'embouteillage qui est noté sur la bouteille. Mais ou alors c'est, je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est du défaut ou s'ils ont voulu faire une bière comme en ça. février 2020. Donc je trouve ça bon. Mais Non, je pense. mais Moi, je pense que c'était le principe de base de Par la contre, bière, à mon avis. par c'est contre, pas- je trouve ça enfin, super intéressant, merveilleux à boire, hein, clairement. Ouais, c'est très intéressant. C'est-à-dire, en plus, ça, tu fais ça, tu sers ça à Noël, toi, en repas, machin, etc. Ouais, mais là, t'achèves tout le monde, hein, déjà qu'on bouffe beaucoup à Noël, alors là. Justement, il faut le manger. et puis là, c'est pas la bière facile à boire, franchement. Là. Ouais. Ouais. Ouais, mais Moi, je attends, ferais mais ça. Non, en accord, tu sais ce que je mettrais si tu, pour des amateurs d'amertume, tu mets de l'endive là-dessus. Ouais. Pour le coup, moi, ça me fait vraiment penser à l'amertume de Il l'endive. y a le técos qui fait La chicon un peu torréfiée. Bah ouais. Snacké, quoi, Tu vois Ouais. limite. Ouais. Ouais, ça peut être cool, ouais. Ouais. Fou. Ou alors, si tu veux de la fraîcheur, tu mets juste une petite endive à croquer comme ça. Tu vois, tu retrouves un peu, je trouve, ce côté amer de l'endive. Ouais. En tout cas, c'est une bière d'hiver. En Justement, tout cas, tu peux c'est te une rejouer bière, avec ouais, clairement. l'endive fraîche, l'endive un peu torréfiée, avec même pas forcément de la viande, mais des légumes hyper rôtis, cuits Ouais, au feu de bois, un peu avec une sauce caramélisé. hyper dense aussi. Ouais. Ouais. Un truc Et un peu t'as le sirupeux. côté je vois, fraîcheur, je tu mets vois. la corne Ouais. dessus qui est Je fini. vois vraiment un truc sirupeux. We got it. Ou un truc, c'est vraiment un plat avec une farce, tu vois. Tu dis un côté Ouais. très. C'est pour ça que je disais Noël, c'est que je jouais à des. Il y a un côté marron aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Très ancré sur la terre, du terroir, tu vois. T'as vraiment des produits plus, effectivement, chicon, choux, etc. Pas forcément des trucs très élaborés, enfin très subtils.
Alors du coup, j'ai fait deux Très trois subtil, petites cette façon de parler. Oui. J'ai fait deux Tu fais petites quoi recherches là et en fait ils ont utilisé une grosse quantité de Nelson Sauvin et notamment en dry hopping. Donc c'est quand même Ok. à la base une bière houblonnée à froid. Ok. C'est Le houblonnage à froid, c'est quand on rajoute du houblon après. après la les première ébullitions. fermentation. Voilà, et c'est en fait, ça libère non pas le côté amérisant du houblon, mais le côté aromatique. Tout à fait. Donc les huiles essentielles du houblon qui parfument les bières. Voilà. Je reprécise parce que j'ai pas l'impression qu'on m'avait précisé au début. Non, je ne pense pas. Non, on l'a pas précisé. Ouais. Et donc du Nelson Sauvin qui a un houblon qui est assez merveilleux parce qu'il arrive sur des notes de fruits acides en fait, des groseilles, des baies. Donc il y a ce côté forestier peut-être aussi qui ressort aussi avec ce dry hop. Mm. Non mais excusez-moi. C'était juste parfait, quoi. Ouais. D'accord. Je suis en train de marquer mes billes, moi. Bon, bah écoutez. Ça fait plaisir. Écoutez, on va finir sur cette magnifique dégustation au final. On vous laisse là sur ce premier épisode de La Voix Maltais. On a dû sûrement oublier beaucoup de choses. On a dû sûrement partir sur beaucoup de choses en même temps aussi. Parce que la bière est un sujet voilà. fascinant, La sans pro- fin. La prochaine fois, on fait un prochain sujet. Un dating, toi, non Absolument pas. Je suis une personne sincèrement passionnée, c'est tout. On va faire un prochain épisode sur un autre thème. En attendant, si vous voulez commenter, nous insulter parce qu'on a dit des conneries ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on répondra et on sera là pour vérifier tout ça sur les réseaux sociaux, n'importe où. Et Si vous avez des questions ou des suggestions de thématiques pour les Exact. prochaines émissions. Exactement. Et aussi, quand le sur-mesure va ouvrir, quand tous les bars vont ouvrir, On on fait vous des attend. dégustations là-bas. On vous attend. Et Ouais. des super planches de fromage. Très bien. Là c'est du bar. Là, c'est pas du placement de produit. Et voilà. Et surtout, vous restez sur Radio Rackham, on s'en bat les couilles du sur-mesure. Mais il le pense pas au fond. On vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Salut, à la prochaine. Des bisous. Et restez sur La Voix Maltais. Salut. Si on rentrait chez nous. Ça va pas la tête, ce serait admettre qu'on est vieux et ringard hors de question. Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas vous, mais moi je suis au bout du rouleau, je suis tellement fatigué, les gars. Je crois bien que je suis vieux. Wow, faites gaffe les gars. Eh mon vieux, est-ce que t'as des bières à la pression? Une double IPA, ce serait cool.